Bonsoir, vous êtes au bon endroit sur Noah pour un nouveau numéro de 20h Le Rattrapage, votre émission qui décrypte l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Pour nous accompagner ce soir, Thierry Dominici. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des questions politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez pouvoir justement nous éclairer sur ces manifestations en série qui animent notre territoire depuis la fin de la semaine dernière. Je vous propose de regarder cette image. C'était mardi à Bordeaux. Plus de 9000 personnes étaient de nouveau dans la rue pour dire non à la réforme des retraites. Une réforme dévoilée mercredi par le Premier ministre Édouard Philippe. Fin des régimes spéciaux, système universel par points, âge d'équilibre de 64 ans. Des mesures dénoncées par les syndicats qui pourtant ont discuté pendant des mois avec le gouvernement. C'est symptomatique du syndicalisme à la française. Oui, on pourrait dire que c'est un symptôme que rencontrent nos mouvements sociaux et surtout nos syndicats en France. Mais c'est aussi, je pense, une obligation pour nos syndicats d'aller manifester avec les citoyens. Car même s'ils ont négocié avec le gouvernement, il semblerait que les citoyens ont été laissés un peu de côté dans ce processus de changement de notre système de retraite. Qu'est-ce qui risque de se passer dans les jours à venir? Est-ce qu'on va assister à un durcissement de la mobilisation? Alors, le durcissement de la mobilisation, j'avoue qu'en tant que politologue, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Une mobilisation, de fait, elle est en tout cas perçue par ceux qui la subissent comme étant dure. Donc non, si on doit entendre durcissement de la mobilisation par mobilisation, c'est-à-dire grève, manifestation, blocage, comme il est proposé aujourd'hui, alors oui, il est à attendre, je crois, un durcissement. Mais non, si durcissement c'est violence, je ne crois pas. Les gens que j'ai pu voir lors de cette manifestation générale étaient plutôt là pour rappeler un certain ras-le-bol, mais aussi une certaine solidarité et une volonté commune d'aller vers autre chose. Justement, on a l'impression que les Français n'ont plus que ça. Je ne sais pas s'ils n'ont plus que ça, mais j'avoue qu'en tant que citoyen, ça me rassure en fait. De voir que les Français sont encore aujourd'hui capables de se mobiliser, malgré la pluie, malgré les intempéries, d'être comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 9000 à Bordeaux, alors que d'autres avaient manifesté la semaine passée. Donc non, je suis plutôt agréablement surpris de voir que le principe de démocratie représentative existe, et donc le citoyen a encore une place à jouer dans ce système. Alors, on l'a vu, les Français soutiennent le mouvement, un soutien qui commence un tout petit peu à s'affaiblir, justement à l'approche des fêtes de Noël. Est-ce que ça risque pas d'encore plus diviser? Écoutez, je crois que dans toute activité et toute organisation sociale, il y a la trêve des confiseurs. Même dans le sport, hein. Donc le football s'arrête, pourquoi pas les mobilisations. Et je pense même au contraire que s'il y avait une pause, entre guillemets, durant cette période des fêtes, qui est presque une non-fête, hein. Si vous regardez autour de vous, je sens moins l'esprit de Noël cette année par rapport aux années précédentes. Et je crois que oui, ce serait un bon moyen de partir sur de bons rails, plutôt que de continuer le blocage jusqu'en 2020, quoi. Alors, les annonces d'Édouard Philippe sur la réforme des retraites n'ont pas calmé, hein, on l'a vu, la colère des manifestants. Une nouvelle journée nationale d'action est prévue mercredi prochain, le 17 décembre. En attendant, il y a chaque jour des actions locales. C'était le cas jeudi à Limoges. On regarde ce reportage. L'autoroute A20 coupée dans les deux sens pendant près de 2 heures. Pour cette 6e manifestation en une semaine, les opposants à la réforme des retraites ont voulu marquer le coup. Si l'affluence est en baisse, 1200 personnes selon la police, 4800 selon les syndicats, la détermination, elle, est intacte. Édouard Philippe n'a pas convaincu. Si on calcule après chacun ce que les gens vont perdre, c'est terrible, hein, terrible. Et même la retraite à 1000 €, qui peut vivre avec 1000 €? Même si c'est mieux que 500, hein, mais qui peut vivre avec 1000 €? Et ça, moi, ça me révolte. Non, ça peut pas convenir, quoi. Et puis dire que c'est mieux pour les femmes, enfin voilà, pour les agriculteurs, très bien. Bon, j'attends de voir. Non, c'est pas suffisant, hein. Non, on peut faire mieux. Pas convaincus non plus, les enseignants qui ne croient pas leur ministre promettant des augmentations de rémunération très significatives.
Il veut absolument redéfinir le métier, accroître les missions, dégrader les conditions de travail, accroître la charge de travail. Donc nous sommes très très en colère après ces annonces. Autre annonce qui ne passe pas, dans le secteur public comme dans le privé, l'âge pivot à 64 ans. Travailler jusqu'à 64 ans, pour moi c'est pas possible, j'ai commencé à 16 ans, donc voilà, surtout que j'ai changé de métier 3 fois. Tant que ça bougera pas, ils sont fermes, nous aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Prochaine manifestation annoncée à Limoges samedi après-midi, avant l'appel national du 17 décembre, où pour la première fois, un front syndical uni défilera contre la réforme. Alors, on le voit, les Français n'ont plus forcément besoin de syndicats pour se mobiliser. Est-ce que c'est la faillite des syndicats ? Alors, est-ce que c'est la faillite des syndicats ? Je ne sais pas. Nous, ce qu'on note notamment en sciences politiques, c'est un changement, je dirais, dans le logiciel. C'est-à-dire que le logiciel de base, comme vous le savez, pour faire simple, les partis politiques sont les enfants de la démocratie. Quand on dit parti politique, c'est aussi tout le système intermédiaire. Donc partis politiques et syndicats seraient donc véritablement les moteurs de la démocratie représentative. Depuis environ un an, voire plus d'un an, avec le mouvement Gilets jaunes, mais bien avant, parce que on a vu lors de la loi travail en 2016, sont apparues des nouvelles formes de mobilisation et de nouvelles formes d'engagement. Par exemple, Nuit debout, et d'autres, en Espagne, ce qu'a donné le mouvement Podemos, etc. Et ce qu'on note, c'est que ces citoyens manifestent et revendiquent un rejet aussi des syndicats. Ils estiment que donc ils ne sont pas soutenus ou protégés ou encadrés en tant que citoyens comme ils devraient l'être dans une démocratie représentative. Et donc on pourrait presque imaginer que après le dégagisme, si je peux me permettre l'expression que j'emprunte à M. Mélenchon, du système de partis, c'est-à-dire où les partis de gouvernement ont disparu, on le voit en France, on le voit en Italie, on le voit en Autriche, on le voit aux États-Unis, sauf si on arrive à m'expliquer en quoi M. Trump est républicain, après, voilà. Aujourd'hui, en Europe, mais aussi en Amérique latine, on s'aperçoit qu'il y a une crise des syndicats, des groupes de pression, bref, des mouvements intermédiaires qui agissaient habituellement. Ils étaient, je dirais, le moteur, le catalyseur entre les citoyens et le gouvernant. Alors pendant cette semaine de mobilisation, les policiers sont eux aussi montés au créneau. On va le voir sur ces images tournées mercredi à Bordeaux. Ils ont manifesté devant le commissariat central. Ils ont été reçus jeudi soir par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les syndicats policiers ont finalement suspendu leur mouvement après avoir obtenu le maintien de leur régime spécifique de retraite. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Est-ce que, quelque part, le gouvernement a peur des policiers ? Le gouvernement a-t-il peur des policiers ? Je ne sais pas, je ne pense pas, j'espère pas en tout cas. D'autant plus que je vous rappelle que techniquement, c'est le gouvernement qui a le monopole de la violence légitime, au sens de Max Weber. Et donc c'est lui qui est censé donc orchestrer l'ordre public, et donc la police, l'armée, etc. Non, je crois que le gouvernement doit très vite, je dirais, mettre un mouchoir sur cette revendication, donc l'empêcher de continuer, parce qu'elle est véritablement, elle met en lumière, je dirais, cette crise dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque vous avez des agents comme les policiers ou comme les pompiers, comme on l'a vu tout à l'heure, comme les enseignants, et accessoirement comme les agents du corps médical, donc c'est-à-dire les agents de la fonction publique de base qui sont dans la rue, ça veut dire véritablement que le gouvernement est en crise identitaire, et voire plus que crise politique, donc en crise endémique. Alors cette semaine en Nouvelle-Aquitaine a été marquée par 2 grosses journées de mobilisation, donc mardi et jeudi, mais pour certains manifestants, c'est tous les jours qu'il faut être dans la rue. Exemple à Limoges avec ces témoignages de 3 femmes déterminées à poursuivre le mouvement. On regarde. Véronique, Claudine et Céline, 3 femmes, 3 manifestantes déterminées. Chacune était de nouveau mobilisée ce matin, place Tourny à Limoges, parmi une faible affluence. Claudine, infirmière retraitée, engagée de tout temps, a connu les grèves de 95 ou 2003. Elle le sait, la clé, c'est la mobilisation générale sur la durée.
La réussite de la manif de jeudi, ça a montré quelle force on a à l'ensemble du monde du travail, qu'on soit retraité, parce que quand on est retraité, on est d'anciens travailleurs, qu'on soit privé d'emploi ou qu'on soit dans n'importe quel, dans les services publics ou dans les boîtes privées, tous ensemble, on a une force immense. En plus, c'est notre travail qui gagne les milliards que les actionnaires des grosses boîtes y touchent en dividendes. Quinquagénaire, Véronique a connu des accidents de vie, un cancer, le chômage, les épiceries sociales. Le principe de solidarité, elle connaît. À ses yeux, il doit aussi demeurer essentiel dans le système de retraite. Les personnes qui sont à la retraite sont en grande vulnérabilité du point de vue de la santé, du point de vue de l'alimentation, du logement, et qu'il faut absolument qu'elles aient de quoi vivre, mais vivre décemment, parce qu'en plus elles ont travaillé toute leur vie, et donc elles ont des droits qu'il faut effectivement bien préserver en fait. Céline, elle, a séché son cours de maths pour être présente. Plongée dans la contestation de la réforme du bac, elle voit avec ce mouvement une convergence des luttes. Il faut être là dès le départ pour essayer de tout changer dès le début. Et ça me concerne en fait, parce que je suis jeune et que il faut que je me bouge pour avoir une retraite au final et pour pas avoir une retraite qui va être extrêmement précaire. Que ce soit la privatisation de services publics ou l'écologie ou tout en fait, la politique de Macron, mais aussi la politique des présidents qu'on a eu avant. Enfin, c'est un ras-le-bol complètement global. 3 femmes, 3 expériences de vie, une même ambition de justice sociale. Thierry Dominici, parmi ces manifestants se cachent parfois des personnes prêtes à en découdre. Samedi dernier, au Bouscat, près de Bordeaux, 16 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, proches de la mouvance des Black Blocs. Elles sont soupçonnées d'avoir préparé des actes violents contre les forces de l'ordre. On se souvient des affrontements l'an dernier lors du mouvement des Gilets jaunes. Comment vous voyez, vous, cette montée de la violence ? Montée de la violence ou la violence des Black Blocs ? Alors, cette montée de la violence dans les manifestations, dans les mobilisations, cette montée des Black Blocs, on en a beaucoup entendu parler. Alors, déjà, il y a le mouvement Black Bloc, donc, comme vous le connaissez, qui est un mouvement, en fait, qui n'existe pas en soi, hein, qui était immatériel, un peu. C'est une sorte, je dirais, de carte de visite. Donc ça part d'un appel, hein, comme vous le savez, sur Internet, etc. Et donc des gens se réunissent sous cette bannière sans pour autant être ensemble vraiment. Donc c'est la force du Black Bloc, c'est ça. C'est-à-dire que cette tendance qui est basée sur les nouvelles formes d'engagement, qui est basée sur les luttes contre l'injustice sociale, donc, qui est né à Seattle dans les années 2000. Donc ce mouvement, c'est un appel par Internet à des gens, etc. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est pas tant les Black Blocs, c'est l'effet Black Bloc dans les manifestations. Par exemple, j'ai travaillé sur la jeunesse en Corse pour un rapport sur le CNRS. Donc la jeunesse en Corse, dite violente dans les manifestations, ne se revendique pas du mouvement Black Bloc. Pourtant, ils pratiquent les mêmes types d'actions. Donc, c'est-à-dire au niveau de la tenue vestimentaire, au niveau de l'action, au niveau des choix stratégiques, etc. Donc, il est vrai que le mouvement Black Bloc a amené avec lui, je dirais, dans l'imaginaire collectif, une nouvelle forme de mobilisation qui, comme on a pu le voir avec les Gilets jaunes en décembre dernier, par exemple, ouvre sur des violences non contrôlées. C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'on parle des violences des Black Blocs ou est-ce qu'on parle des violences, des mobilisations de type Black Bloc ? À Paris, selon mes collègues spécialisés de la question Black Bloc, notamment même le professeur Dupuy-Derry, Francis Dupuy-Derry de l'UQAM, c'était pas typiquement des Black Blocs, c'était un appel des Black Blocs internationaux, mais au final, les 3/4 des casseurs, et notamment les casseurs qui se trouvaient sur l'Arc de Triomphe, c'était simplement des casseurs et qui utilisaient l'action des Black Blocs afin de commettre des exactions, et notamment des exactions entre guillemets terroristes, parce que c'est quand même le patrimoine public. Donc il y a une confusion Tout à fait. Là-dessus. On enchaîne avec les agriculteurs qui, eux, sont peu présents dans les cortèges de manifestations contre la réforme des retraites. La FNSEA, le syndicat majoritaire, soutient le projet, mais pointe du doigt l'absence de mesures en faveur des agriculteurs déjà à la retraite. Un sentiment partagé par une famille d'agriculteurs du Lot-et-Garonne. On regarde. Depuis 4 générations, les Soulages sont agriculteurs. Il y a 12 ans, Guy, le père, a passé le relais à son fils Joël. Avec une retraite de 840 €, les fins de mois sont difficiles.
Une véritable reconnaissance de retraité agricole, c'est de prendre en considération ou de prendre comme référence le montant d'une maison de retraite. Car c'est indéniable aujourd'hui qu'on sera obligé de vivre avec 840 € et le jour où on est amené à rentrer en maison de retraite, on vous demande 1900, 2000 et voire plus. À 41 ans, Joël Soulage sera personnellement concerné par la réforme des retraites préconisée par le gouvernement et la perspective d'une retraite garantie à 1 000 €. Mais comme de nombreux jeunes agriculteurs, il craint d'avoir à vendre ses biens pour assurer ses vieux jours. S'il fallait vendre des biens pour des prises en charge en retraite, ça serait problématique pour moi, personnellement, à l'heure actuelle. Et j'espère avoir de la relève plus tard. Et c'est pour ça qu'on revendique un rapport avec cette prise en charge. Reçu à l'Élysée en novembre, Guy Soulage, président de l'Association de défense des retraités agricoles, y retourne dès début janvier. Il rencontrera le conseiller agriculture d'Emmanuel Macron. Toujours au chapitre réforme des retraites, les dockers ont bloqué jeudi l'accès au dépôt pétrolier de la Palisse à La Rochelle. Ils protestent contre la fin de leur régime spécial et réclament la reconnaissance de la pénibilité au travail, des revendications partagées et on le sait moins par de nombreux employés du secteur maritime. On regarde ce reportage. Dans les rues de La Rochelle, de nombreux représentants des métiers de la mer. Parmi eux, ces accastilleurs qui travaillent à la fabrication de voiliers. Un travail particulièrement physique. Alors pour eux, pas question d'allonger la durée de cotisation. On travaille avec beaucoup de produits chimiques. Les gens qui bossent dans les bateaux, ça se voit, ils sont usés. 60 ans déjà, peu arrivent à la retraite et en bonne santé encore moins. Donc non, travailler jusqu'à 64 ans, ce ne sera pas possible. Dans le cortège aussi, les métiers concernés par les régimes spéciaux, comme celui des dockers. Mais il y a aussi celui des marins. C'est le premier régime de retraite créé en France, en 1673, par Colbert. Il concerne les métiers de la pêche, du commerce, de la culture en mer ou encore de la plaisance. Il permet de partir à la retraite à 52 ans et demi, après 37,5 années cotisées. Au port de la Palisse ce matin, sur ce bateau de retour de la marée, ce pêcheur s'active. Vivement la retraite. Jason a 26 ans, il est matelot depuis 10 ans. 10 ans à travailler de nuit, dans le froid et l'humidité. À 60 ans, je ne me vois pas faire ça. Je le dis tous les jours, de toute façon. 60 ans, je ferai autre chose s'il faut, mais je ne pourrais pas tenir. Pêche, marine marchande, aquaculture, ils attendent tous la présentation de la réforme pour comprendre si oui ou non leurs conditions de travail et la pénibilité de leur quotidien va être pris en compte dans le nouveau système des retraites. Nous sommes toujours sur le plateau de 20h, le rattrapage, en compagnie de Thierry Dominici, docteur en sciences politiques et spécialiste des systèmes politiques. Alors on continue avec ce fait divers qui a marqué l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. La violente agression d'une femme transgenre, c'était dimanche dernier à Bordeaux. 4 suspects ont été placés en garde à vue. Un rassemblement de soutien à la victime aura lieu mardi prochain. Il y avait le hashtag MeToo. Aujourd'hui, il y a le hashtag MeTrans, les réseaux sociaux, toujours un outil essentiel de libération de la parole. Oui, tout à fait. Voire, je dirais, indispensable pour libérer la parole aujourd'hui. Maintenant, MeToo, transgenre, etc. Une agression d'une personne transgenre ou d'une femme ou d'une personne parce qu'elle est homosexuelle, etc., c'est le même type de violence. Donc c'est-à-dire que c'est une violence qui est basée sur... et c'est ça qui... Je suis désolé, ça m'affecte un petit peu ce type de violence. C'est une violence qui est basée en fait sur le rejet. C'est-à-dire, il y a très longtemps, par exemple, William Reich expliquait, lorsqu'il critiquait la naissance du fascisme de masse, donc il a écrit ça en 1933, donc il est sociologue allemand. Il expliquait que tout le nazisme était basé sur un refoulement sexuel. Et à la page 49 de ce bouquin, ça m'avait marqué quand j'étais étudiant, il expliquait ce côté de ce refoulement et donc ce côté homophobe que peut avoir ce type de mouvement. Je ne dis pas que les agresseurs de cette personne sont issus de ces mouvements fascistoïdes, mais l'idée est la même. C'est-à-dire que si je suis ce que vous avez dit, vous, les médias, cette personne d'abord est interpellée comme une femme, en tant que femme.
Lorsqu'elle leur répond, ils se sentent agressés verbalement parce qu'elle leur dit non, tout simplement. Parce que comme vous savez, dans le monde actuel, lorsqu'on dit non, c'est une agression pour l'homme, d'où le mouvement MeToo. Et de fait, ils s'aperçoivent que finalement, elle n'est pas assez femme pour eux, et donc ils décident de l'agresser. C'est insoutenable dans une société dite démocratique, c'est insoutenable dans une société qui se veut basée sur l'égalité. Et pour faire référence à MeToo, j'espère que le mouvement féministe va défendre cette personne, parce que oui, c'est la même idée, c'est-à-dire que c'est un rejet, et ça creuse de plus en plus un fossé d'inégalité sexuelle qui est pas acceptable dans la société dite démocratique et représentative qu'on est censé commenter aujourd'hui, vous et moi. Alors on enchaîne avec un mot de sport à présent, après des mois de tractation. C'est finalement Tahiti et sa mythique vague de Tiopo qui ont été choisis pour accueillir les épreuves de surf au JO de 2024. Déception donc pour Biarritz, Hossegor et Lacano, les 3 villes candidates de la Nouvelle-Aquitaine. La puissante et spectaculaire vague de Tiopo à Tahiti, préférée aux 3 autres candidatures du Sud-Ouest pour accueillir les épreuves de surf de Paris 2024. Une proposition faite par le comité d'organisation des Jeux Olympiques sur des critères sportifs. On s'est appuyé sur une étude de Météo France sur les 10 dernières années qui révèle qu'il y a quand même une différence significative à cette période de l'année entre la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août sur la qualité des vagues. Et c'est vrai, quand on organise les Jeux Olympiques, c'est d'abord de proposer les meilleures conditions de promotion du sport, de promotion des athlètes. Ce choix polynésien entraîne, selon le communiqué du département des Landes, une légitime déception sans être synonyme de défaite et l'institution de saluer les actions innovantes mises en place autour de la candidature d'Hossegor Seignos Cabreton. À Lacano, en Gironde, on s'interroge en revanche sur cette présélection. Il faut se rappeler que Tahiti, on leur a demandé d'être candidat 15 jours avant la lettre de candidature, donc ça me surprend aussi, et surtout en termes d'héritage, où dans le Nouvelle-Aquitaine, on avait besoin de cet éclairage-là. L'industrie du surf, elle est basée ici en Europe, dans le Nouvelle-Aquitaine, et puis en termes de développement durable, où c'est un non-sens écologique qui n'est pas en rapport avec l'agenda 2020 du COJO, donc on se pose beaucoup de questions. Autre candidat malheureux, Biarritz, qui veut toujours y croire. Bravo à nos amis tahitiens également, mais nous, on reste toujours mobilisés avec notre candidature qui se veut éco-responsable, qui se veut, c'est la moins coûteuse, donc on a du savoir-faire, on a de l'expérience. Le choix de Tahiti deviendra définitif le 8 janvier prochain, après validation par la commission exécutive du Comité international olympique. Et on reste au chapitre sportif avec du Krav Maga, un art martial venu d'Israël qui rencontre beaucoup de succès. Vous allez le voir auprès des femmes, exemple à Périgueux, en Dordogne, avec cette vidéo qui vous a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. C'est l'Instant Web. Elle t'étrangle. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, tu vas aller la pousser. Ouais. Elle commence à avoir des petits automatismes, à simplement savoir se dégager d'une étreinte, à savoir bouger au sol, à avoir la présence d'esprit, à riposter par rapport à une saisie à la gorge, par rapport à une frappe. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. J'ai certaines bases que je viens d'apprendre et donc du coup ça fait que déjà je me sens mieux par rapport à me balader dans la rue comme ça le soir. Un moment, il sort le couteau. Donc là je vais lâcher, riposte et je viens monter ici. On touche à tous les sports, c'est-à-dire le close combat sur les étranglements, le jiu-jitsu sur les soumissions articulaires, respiratoires, les projections de judo. On fait beaucoup de pieds-points, style boxe française. On a nos spécificités, armes aussi. Allez, on change de registre avec un sujet que nous avons plusieurs fois évoqué dans cette émission, l'affaire du coq Maurice. Souvenez-vous, l'été dernier, ce gallinacé de l'île d'Oléron était au cœur d'une saga judiciaire car il chantait trop fort, trop tôt le matin. Aujourd'hui, Maurice chante toujours, il est même devenu le héros d'une bande dessinée. Bonjour tout le monde! Il a déjà fait couler beaucoup d'encre et désormais c'est dans un livre pour enfants qu'il est croqué. Le coq Maurice, animal bonhomme et malicieux, sous le feutre de ce spécialiste du dessin humoristique.
J'ai voulu faire un coq rondouillard, jovial, qui a envie qui aime la vie, quoi, voilà. Fallait surtout pas faire un coq triste. Le vrai coq a déjà, lui, attiré la sympathie de tous. Faut que le mien soit dans la même lignée, bien sûr. C'est en septembre dernier que le jugement du procès du célèbre coq oléronais a été rendu. La justice a autorisé le gallinacé à chanter, rejetant la plainte des voisins incommodés par ses chants matinaux. Aujourd'hui, il devient le héros d'un ouvrage et sa propriétaire continue de se réjouir de cet engouement inattendu. Moi, je suis contente parce que je trouve la BD est super sympa. Je trouve qu'elle est très humoristique. Derrière ce livre, 2 auteurs oléronais, plus habitués aux intrigues et polars pour adultes. Evelyne Néron-Morga d'un côté, Florian Auru de l'autre. Pas facile d'écrire pour la jeunesse, surtout lorsque l'on s'inspire d'un fait divers récent. Le public, ce sont des enfants, donc il faut vraiment aller... c'est complètement différent du roman pour les adultes. C'est vrai, il faut faire attention, il faut tourner les choses plus simplement, et c'est ça la difficulté. Le livre a été imprimé à 4000 exemplaires. Il est disponible pour le moment essentiellement sur l'île d'Oléron et sur Internet. Ouais. Toujours aussi sage. Thierry Dominici, ça vous a fait sourire? C'est l'éternel combat des ruraux contre les urbains? Oui, sauf que ce qui me fait sourire, c'est que c'est quand même des urbains qui vont donc vivre dans le monde rural et ne supportent pas le bruit des animaux qui sont spécifiques au monde rural. C'est assez drôle. Ce qui me rassure, c'est que Maurice ait gagné. J'avais quand même peur que Maurice finisse en coq au vin. Et donc, ça aurait voulu dire que finalement, le monde rural laissait la place au monde gentrifère, et c'était un peu triste. Ça me rappelle aussi un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est cette opposition. Alors on peut faire l'opposition rurale-urbaine, ou les gens du rural et de l'urbain, mais aussi les gens, je dirais, les possédants et les non-possédants, ou voir, c'est un peu triste, les travailleurs et les non-travailleurs, mais on se retrouve dans ce monde de 2 nations, comme disaient certains sociologues. Donc cette nation du monde rural qui veut aller dans le monde urbain et qui vit dans le rural, et ce monde urbain qui ne rêve que du rural, mais urbanisé. Donc voilà, donc je suis très content que M. Maurice, et je l'appellerai bien M. Maurice, parce que ce coq maintenant est plus qu'un animal je dirais de basse-cour, c'est véritablement devenu une emblème. Et ça tombe bien, parce que je crois que le coq est l'emblème de la France. Donc bravo Maurice. Alors cette émission touche à sa fin. On va revenir une dernière fois avant de se quitter sur les manifestations à venir. Mardi prochain, le 17 décembre, une grosse journée de mobilisation s'annonce de nouveau. Quelle analyse en faites-vous? Ce que je note par rapport à l'appel des différents syndicats, puis l'appel des différents collectifs, Gilets jaunes et autres collectifs, véritablement, il semblerait qu'il y a une synergie qui s'est opérée. On a pu s'en apercevoir d'ailleurs samedi avec, pour la première fois, les syndicats ont soutenu le mouvement Gilets jaunes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, à Bordeaux, on a pu voir le FSU, le CGT accompagner les Gilets jaunes. Donc, il y a véritablement une sorte de confluence du domaine de la lutte. Et je crois que ce domaine de la lutte ne peut être que basé sur l'unicité, parce que la question de la retraite touche tout le monde, mais je crois voir aussi autre chose, c'est-à-dire comme en 2016, c'est-à-dire que la retraite, c'est la question de base, la mobilisation de base, mais j'ai entendu plus de délibération, plus de démocratie délibérative, plus de justice sociale, moins d'injustice fiscale, etc. Donc c'est véritablement tous ces mots d'ordre qui sont réunis et portés par un ensemble, et je l'espère par le mouvement syndical. Merci Thierry Dominici de nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure d'information, de retour sur l'actualité de la semaine. Je le rappelle, vous êtes politologue et donc spécialiste des systèmes politiques. Merci de votre présence. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Place à Au Boulot tout de suite. Très belle semaine sur Noah.